Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjourmendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le spécial invité de ce matin sur Free Matin, Agapit Napoléon Mafouikan, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Vous êtes consultant média communication, administrateur média, chroniqueur politique, analyste politique. Le Parlement est convoqué pour une plénière le vendredi prochain pour 3 points. Notamment 3 points inscrits à l'ordre du jour. Ce qui nous préoccupe, c'est la révision constitutionnelle. On note que malgré les commentaires au sein de l'opinion de part et d'autre, commentaires que c'était vente au nom du peuple, le Parlement déroule son agenda convenablement. Parce que c'est sa mission. C'est sa mission. Mais qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être prendre le pouls au sein des universitaires, au sein des centrales et confédérations syndicales, il y en a qui se sont opposés contre, au sein d'autres organisations avant d'y passer? Non, vous ne savez pas si ce travail avait été déjà fait en amont, avant la proposition de loi. Mais les parlementaires sont totalement outillés. Ils sont outillés pour pouvoir déclencher ce processus parce que ça fait partie de leurs prérogatives. Et vous avez dit 3 points. N'isolez pas les 3 points. Parce que la révision de la Constitution doit induire, si on crée le Sénat, ça doit induire indubitablement qu'on touche à l'organisme de la Cour constitutionnelle. Même au sein de la Constitution. Parce que les missions de la Cour constitutionnelle sont intégrées à la Constitution. Et il me semble que le simple fait de créer le Sénat va induire qu'on touche à la mission de la Cour constitutionnelle. Et peut-être, je ne connais pas bien les nouveaux tests de CES, et peut-être au CES. Cela dit, vous avez dit que malgré tout, ils sont... Malgré tout parce que, vous voyez, c'est eux aujourd'hui le peuple. Le chef de l'État, les parlementaires, les élus locaux sont les représentants légitimés du peuple aujourd'hui. Donc du coup, c'est à eux de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qu'on doit faire pour répondre au temps, pour répondre à l'environnement, pour répondre aux objectifs de développement, pour répondre aux objectifs sociaux. Lorsqu'il y a eu Covid, personne n'avait attendu le Covid. On n'est pas allé devant le peuple pour demander ce qu'on doit faire. Le gouvernement a pris des mesures parce que c'est son devoir de prendre des mesures aussi longtemps qu'il est encore là, comme gouvernement de la République, jusqu'au moment où le mandat du chef d'État finit. Donc les députés sont bien outillés à conduire leur politique. Les universitaires ont le temps d'opiner, les syndicalistes ont le temps d'opiner. Ceux qui sont d'accord ont le droit d'être d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit également de ne pas être d'accord. Mais ce fait qu'on a beaucoup commenté et critiqué. C'est celui qui prend la décision qui est outillé à le faire. Mais j'ai une question, c'est qui le peuple en réalité? Ouais. Généralement, on attend, certaines personnes disent nous défendons le peuple, d'autres disent au nom du peuple. C'est qui le peuple en réalité? Voilà une grande question. Une entité empirique? Si on doit commencer, on risque de ne pas finir. Parce que le peuple, c'est toute une sémantique, mais au-delà de la sémantique, c'est tout un contenu. Le peuple, c'est vous et moi réunis. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais on peut convoquer le peuple. J'entends les gens dire, le peuple te donne son mandat, tu gères mal, il revient te prendre son mandat. Ce n'est pas si évident que ça. Le peuple en quête, c'est quoi? C'est une valeur abstraite qu'on appelle, au nom duquel on gouverne. Vous savez,
le monde est stratifié en États, pour faire court. Et je ne parle pas des continents, des machins, je parle des États. Et dans un État, c'est quoi? C'est un territoire, c'est des populations et c'est un pouvoir politique. Le pouvoir politique provient du peuple. La souveraineté appartient au peuple, dit-on. Donc, à ceux qui habitent ce territoire. Alors, à échéance régulière, on va devant ce peuple, on dit, bon, est-ce que ce choix te convient? Alors, notre constitution, pour ne pas faire trop de la rhétorique, la constitution de 1990 est révisée en novembre 2019, dit que la souveraineté appartient au peuple. Et que cette souveraineté s'exerce, donc le peuple exerce sa souveraineté à deux moments, lors du référendum et lors de la désignation de ses représentants. Le référendum, c'est quoi? C'est qu'on prend un sujet. Est-ce que l'avortement, vous voulez que nous régulions l'avortement? Est-ce que vous voulez qu'il y ait discrimination positive? Est-ce que vous voulez... Donc, il y a des sujets qu'on amène devant le peuple directement, parce qu'on le questionne. J'ai entendu des gens dire, ah, pour créer un Sénat, il faut aller questionner le peuple. Il faut faire un référendum. Il faut faire un référendum. Voilà. Par exemple, même à Paul Adjouvi, c'est sa théorie, Georges Anagonou, c'est leur théorie. Donc, il faut aller devant le peuple. Oui, il faut aller devant le peuple, mais la Constitution elle-même a dit les conditions dans lesquelles on peut la réviser. Et il y a des questions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. C'est les questions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision qu'on amène devant le peuple. Par exemple, la limitation d'âge. Aucune révision de la Constitution ne peut toucher la limitation d'âge pour les élections. C'est-à-dire 70 ans au plafond, 40 ans au plancher. Ça ne peut pas, parce que la Constitution a interdit cela. Et la décision de 2011 qu'on appelle décision option fondamentale. Donc, on ne peut pas faire un référendum, on ne peut pas faire une révision de la Constitution pour demander si le mandat va passer de 5 ans à 6 ans, ou bien de 5 ans à 4 ans. Il faut une révision de la Constitution. Parce que pour toucher au mandat, il faut impérativement aller devant le peuple souverain. Donc, la révision ne peut pas, aucune révision ne peut toucher à la durée du mandat. Vous voyez donc. Donc il y a des sujets qui ne peuvent pas être révisés. Traités au niveau du Parlement. Non, qui ne peuvent pas être révisés. Et donc, il faut alors poser la question au peuple. Et si le peuple est d'accord, on change de constitution. Maintenant, le Parlement, c'est qui? On l'appelle le constituant dérivé. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un constituant originel. C'est comme vous faites votre enfant. Vous le confiez à un tuteur. Le tuteur s'en occupe. Donc, vous êtes le parent légitime de l'enfant biologique, comme on le dit. Mais le tuteur n'est pas moins parent. Le constituant originel, c'est ceux qui étaient ensemble en 90, dont le professeur Théodore Hollo, qui a opiné récemment sur la question du Sénat. Ils étaient constituants. Ils se sont retrouvés ensemble pour écrire la Constitution, le draft. Le constituant dérivé, c'est celui à qui on a confié la mission d'arranger, de corriger, au fur et à mesure que le temps passe. Et il faut donc, l'Assemblée nationale est le constituant dérivé et il y a des questions sur lesquelles elle peut opiner, dont la création de quelques institutions qui ne perturbent pas l'équilibre, tant qu'on n'a pas touché au mandat présidentiel. C'est-à-dire que le mandat présidentiel, nous sommes dans un régime présidentiel, le chef de l'État est le chef du gouvernement. Tant qu'on ne touche pas à ça, on peut toucher à d'autres. Vous voyez, on a créé une vice-présidente de la République, on a créé un médiateur de la République, on a créé une Sénat, on a créé une Cour des comptes, mais on n'est pas allé devant le peuple souverain, parce que le peuple, le constituant dérivé, peut s'en occuper et s'en occupe. Donc, allez à la révision le vendredi. Vous pensez que le test 14, sera voté le vendredi? Allez à la révision le vendredi 14. Pour le moment, je reste technique. Allez à la réunion le vendredi 14, répond à cette logique. Les députés en ont le droit. S'ils ont la majorité des 3/4, c'est que la proposition va être prise en compte. S'ils ont les 4/5, la proposition peut passer directement par l'Assemblée nationale et la révision vaudra une révision régulière. Est-ce que toutes ces étapes-là peuvent être évacuées le vendredi prochain? Absolument. Puisque ça fait 2 votes. Ça fait 2 votes. Un premier vote pour d'abord la commission des lois va sortir va faire son rapport. Il y aura un débat général. Après le débat, on va lire l'article par article et on va faire la prise en considération. Ils vont faire la prise en considération. C'est-à-dire que, est-ce que... Non, ils ne vont même pas prendre article par article. Ils vont d'abord demander, est-ce que le Parlement prend en compte le projet de révision de la proposition de révision de la Constitution? Si oui, donc il faut un vote des 4/5. Présentement, le Parlement a ce nombre-là. La majorité présidentielle seule suffit, BR, UP, BR, suffit pour avoir les 4/5. Les 3/4.
les 3 quarts. Maintenant, pour aller au 4/5e, il manque aux parlementaires 7 députés. Et 7 députés, il y a 6 qui ont quitté les démocrates. Ils n'ont pas dit qu'ils voteront pour. Ils n'ont pas encore dit. Donc, je pense que le chef d'État avait demandé qu'il dirait à ces partis, d'aller discuter avec eux. Je ne sais pas où. On ne sait pas ce que la journée d'aujourd'hui ou de demain. Mais s'ils réussissent, on peut voter. Tout peut se faire le vendredi. Le vendredi. Voilà. Le vendredi. Alors, Agapit Abdoul-Mafoika, il y a une interrogation qui subsiste dans la mémoire des uns et des autres, c'est de savoir pourquoi cette constitution-là, qui a été longtemps fétiche pour beaucoup, sous Patrice Talon, on pense la toucher si aisément. Parce qu'une constitution est faite pour être touchée. Ouais, à quel moment le mythe est tombé? Oui. Est-ce Patrice Talon qui a fait tomber le mythe? Donc le mythe est tombé parce qu'il y a une volonté claire de réviser et pas de réviser de manière opportuniste. N'oubliez pas que Patrice Talon avait son projet de société où en 2017 déjà il a soumis le projet au vote. Mais il a été rejeté. C'est-à-dire que le projet n'a même pas été pris en compte. Ça n'a même pas été pris en compte. Donc du coup, il s'est dit je ne continue pas. Alors que ça aurait pu nous donner l'orientation de son mandat, parce que ça a été la mise en œuvre de son projet de société. Alors, il a continué, et cette fois-là, vous allez comprendre qu'en 2019, ce n'est pas lui, c'est les parlementaires eux-mêmes. Après le dialogue politique, il était évident que pour avancer, pour aller aux élections générales, il nous faudrait changer le mécanisme. Parce que quel est le problème? Nous allons aux élections. On a dit que toutes les élections doivent se faire les mêmes années. Donc, pour ce faire, en cas de vacances du président de la République, comment on va gérer la dévolution du pouvoir? Donc, il faut créer un poste de vice-président pour permettre que le vice-président prenne le relais en cas de vacances de poste par démission, par décès, par abandon, enfin, par invalidité ou autre. Donc, on a créé le poste de vice-président, il faut aller devant, il faut réviser la Constitution. Et il y a eu une proposition de loi en 2019 qui a abouti. Et on a profité pour régler la question des élections générales, des parrainages et autres. Donc, en 2025, le bis repetita, c'est encore les députés de la majorité présidentielle. Il est évident qu'ils n'ont pas fait ça sans l'avis du chef de l'État. Mais c'est eux qui l'ont fait. Donc, c'est la représentation nationale parce qu'il y a séparation de pouvoir. On a beau être des députés de la majorité présidentielle, on est député, on n'est pas gouvernement. La preuve, Oden Adati n'est pas ministre. Il a beau être le président de la commission des lois, il n'est pas ministre. Et le ministre n'est pas député. Il a beau avoir été député. Mais donc, chacun dans son rôle, même si on concourt au même idéal, c'est les députés qui ont déposé la proposition de loi. Donc, ils vont se battre pour qu'il en soit ainsi. Ils en ont le droit, comme je l'ai dit. Le peuple est là. C'est au nom du peuple qu'ils le font. Comme le juge au nom du peuple. Tout à l'heure, je parle au nom du peuple. Vous avez évoqué, vous avez parlé de révision opportuniste. Certains pensent que l'actuelle révision est opportuniste parce qu'on pense qu'il y a une volonté politique cachée derrière. Celle de rogner un peu les pouvoirs de la Cour constitutionnelle et celle du président de la République pour constituer le Sénat. Il y a toujours une volonté politique derrière un acte politique. Et derrière un acte de législation, il y a toujours une volonté politique. Rien n'est innocent. Rien n'est innocent. Une loi répond à une volonté de mettre en œuvre une politique, une vision de l'instant. Quand vous quittez, aux États-Unis, quand Obama était là, il a fait un grand projet de santé, Obamacare, ils avaient appelé ça. C'est un projet social. Pour les États-Unis, c'est particulier. Mais quand Trump est arrivé, il a dit que lui va détricoter, il va annuler Obamacare, parce qu'il ne se retrouve pas dedans. La preuve, depuis que Trump est au pouvoir aujourd'hui, vous avez vu les mesures qu'il prend. Donc, les lois, c'est une volonté. Et on a demandé à Jefferson, c'est quoi la meilleure constitution? Et sa réponse est, pour quel peuple et à quelle période? Donc, vous comprenez que ce qui est bon aujourd'hui peut ne pas être bon demain. Et donc, les gouvernants sont là pour légiférer. Qui va vous dire, il y a 50 ans, qu'on va voter un truc pour mariage pour tous, où des hommes vont s'allier et créer une famille, où des femmes vont s'allier, créer une famille. Ils peuvent même adopter d'enfants. Ils peuvent même faire la germination par voie artificielle. Si on vous le dit il y a 30 ans, les gens disent, mais c'est hérésie. C'est pas possible. Et pourtant, il y avait les prémices bien avant. Mais aujourd'hui, on a légiféré en France là-dessus et beaucoup d'États. Donc c'est pour vous dire que c'est pas possible au départ. Et c'est toujours avec la Constitution de 58.
avec la Constitution française de 58, on a eu la cohabitation en 86. On a eu la cohabitation en 93. Et en 86, on a eu la cohabitation en 88. C'est ça, hein? Oui. François Mitterrand, non, oui, 86, 93, si je ne me trompe, et 97 avec Jacques Chirac. Oui, c'est des choses que Charles de Gaulle n'aurait jamais pensé à ça, et peut-être avec la même constitution. Donc, notre constitution a prévu les mécanismes. Et lorsque les mécanismes sont respectés, il n'y a pas d'opportunisme. C'est quoi les mécanismes? C'est-à-dire, il y a une volonté claire. Ici, on a dit, on veut créer une chambre haute avec les anciens présidents de la République qui ont vu, qui ont été élus, qui ont géré les affaires suprêmes de l'État, qui ont représenté le Bénin à l'international. On veut les mettre pour qu'ils soient utiles, au lieu qu'ils soient chacun à son côté et combattre même celui qui est là. On les met ensemble, on les oblige à rester ensemble et à travailler. On met les anciens présidents de l'Assemblée nationale avec eux. Les anciens présidents de l'Assemblée ont géré les moments pathétiques des votes des lois, des votes de budget, de contrôle de l'action gouvernementale. Maintenant, on ajoute d'autres composantes. Il peut y avoir des polémiques sur... mais c'est ceux qui ont initié la loi qui savent pourquoi ils ont mis. Tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. C'est à eux de voir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, est-ce qu'on change, est-ce qu'on ne change pas. Et ils font. Après, si demain ça ne va pas, on change encore. Rien n'oblige à... Donc, le mythe constitution, c'est parce que les gens pensaient que les gens... il y avait des volontés de réviser la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, le mythe est tombé parce qu'une Constitution qui n'est pas touchée, c'est quand même grave. Ce n'est pas un test, ce n'est pas immuable, ce n'est pas la Sainte Bible. Et encore que la Sainte Bible, il faut dire, c'est des choix qui nous ont fait voir les livres que nous avons aujourd'hui. Sinon, il y en a d'autres. Donc, rien n'est taillé dans du marbre. Avec le temps, on essaye de dépoussiérer les pratiques. Ce que bâtit aujourd'hui la majorité présidentielle autour de Patrice Talon, c'est le Bénin de demain. C'est de dépoussiérer certaines pratiques, c'est de moraliser la vie publique, c'est de refonder la République avec les mêmes textes de la République. Donc c'est un peu ça. Alors, Agapit Dabala Mafoïka, lorsque le peuple élit ses représentants à travers les députés, le président de la République, qui le défend après? Mais c'est les mêmes. Lorsque le peuple, c'est-à-dire les populations, si on doit le dire ainsi, ont élu des députés, ont élu un président de la République et qui parfois s'écartent des engagements pris lors de la campagne électorale, comment le peuple, lui, se manifeste? Parce qu'on entend, tout le monde parle du peuple, et ça crée une confusion en réalité. D'abord, notre constitution a bien dit qu'aucune composante de la nation ne peut se revendiquer du peuple. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple l'exerce lors des référendums ou à travers ses représentants élus. Mais en dehors de ça, qu'aucune composante, quelle qu'elle soit, ne peut se revendiquer du peuple. Donc, ce qu'ils disent là, c'est constitutionnalisé. C'est dans la Constitution. Donc, ceux qui le disent, sont le peuple parle au nom du peuple. Je vois des gens qui n'ont jamais eu un suffrage, ils parlent au nom du peuple. C'est de l'usurpation. Ils font de l'usurpation de fonction. C'est pas ils n'ont pas vocation à parler au nom du peuple. Ils ont vocation à parler en leur nom. Parce que l'article 23 de la Constitution nous donne cette liberté de nous exprimer, liberté d'expression. Donc, le peuple, c'est déjà ça. C'est-à-dire que chaque composante de la communauté bénin est libre d'aller, de venir, de dire, d'entendre, tant qu'il n'enfreint pas les lois de la République. Donc, c'est déjà ça. Maintenant, lorsque vous prenez le pouvoir, président de la République, député, maire, élus communaux, et vous ne respectez plus les engagements que vous avez pris devant le peuple, qui défend le peuple? C'est pour ça que le mandat est remis en jeu à échéance régulière. La remise en jeu du mandat permet au peuple de s'exprimer à nouveau. Vous voyez, donc en remettant le mandat en jeu, le président Soglo a été élu en mars 91. Il remet son mandat en jeu en mars 96, il est battu. Ça veut dire que le peuple souverain n'a pas aimé sa gouvernance. Et on sait comment ça a fonctionné. Le président Yahi a été élu en 2006. Il revient en 2011 et il n'est même pas allé au second tour. Il a gagné dès le premier tour. Donc, voilà un peu, ça veut dire que sa politique est acceptée par principe. On appelle ça, en mathématiques, on appelle ça, c'est une déduction. Hein? Le peuple a l'attitude de révoquer l'élu. L'élu remet son mandat en jeu. Le peuple le lit. Ça veut dire que le peuple est d'accord avec lui, il poursuit. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la démocratie a l'impression d'être un marché de dupes? Vous allez me laisser, si je dois théoriser, je vais également parler longtemps.
Vous savez, moi, je suis de ceux qui pensent que la démocratie à l'occidental, d'abord, moi, je ne parle pas de la démocratie. Moi, je parle des démocraties. Première chose. Donc, moi, avec l'expérience, les études, je mets les deux ensemble, le vécu, je suis un très jeune militant, je pense qu'il y a des démocraties. La démocratie, chaque pays a sa démocratie. Regardez l'Europe occidentale, l'Europe, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, ils n'ont pas les mêmes systèmes. En Grande-Bretagne, on ne fait pas l'élection comme ça, comme ça, non. L'année où la reine est décédée, la Grande-Bretagne a changé de premier ministre 2 fois sans aller aux élections. Parce qu'il y avait une majorité qui est déjà là. Quand la reine est partie, la dévolution est déjà connue. Or, en France, tout est élection. Tout est élection. Donc, la question qui se pose, c'est qu'il y a des démocraties. Alors, marché de Dieu, pas évident. Quand c'est bien conçu et bien compris, oui. Mais dans nos pays africains, où la plupart sont analphabètes, que vous demandez à qui de comprendre un mécanisme aussi complexe et pas toujours facile, ce n'est pas déduction. Dans un pays où on n'accepte pas la suprématie de l'autre, dans un pays où on est dans l'affrontement face à l'autorité, dans un pays où on ne se fait pas confiance, vous ne pouvez pas. La démocratie, c'est d'abord la confiance aux institutions. C'est la confiance du peuple aux institutions que lui-même a mis en place. Or, il se fait honnêtement qu'on n'a pas cette discipline, on n'a pas cette confiance mutuelle. Et donc, du coup, la classe politique, quand ils viennent au pouvoir, ils proposent quelque chose, quand ils y arrivent, ils font autre chose. L'opposition ne s'avoue jamais vaincue. Et on est dans ce tiraillement, ça ne peut pas fonctionner. Oh, il y a des systèmes, comme moi je le dis toujours, la Chine avait plus d'1 milliard d'habitants, tourne, et tourne très bien, et progresse. Comme on dit, que veut le peuple? Le pain, le vin, et après de bon air, un toit, la santé. Mais les Chinois ont ce minimum. Alors, il y a l'autre système qui dit non, on peut bavarder du matin au soir parce que c'est notre liberté. Mais quand vous avez fini de bavarder et vous entrez chez vous, vous allez faire quoi? Si votre épouse est malade, si votre enfant est malade, votre maman est malade, votre papa est malade, c'est avec le bavardage des réseaux sociaux que vous allez le nourrir. Il faut développer. Aujourd'hui, les questions du développement doivent être mises au centre parce que et les gouvernants ont le devoir de le faire. Parce que demain, les jeunes que je vois ici aujourd'hui, dans ce studio de Isaïe, ne vont pas pardonner en disant mais vous avez démissionné. Or, demain, quand ils seront aux affaires, quand vous serez aux affaires, vous allez vous dire, ah, nous on a vu faire. Notre pays était à tel niveau, les aînés ont mis ça. Nous-mêmes, on a le devoir. Et nous avons béni à la FIA 2060 un monde de splendeur. Ça doit vous dire quoi? Que c'est chacun de nous. Nous, on va poursuivre à un niveau donné. Vous allez continuer. Et donc, ce n'est pas un marché de dupes lorsque chacun reste à sa place. Le seul problème, c'est que, hélas, par volonté de se positionner, par manque de respect aux institutions, par défi à l'autorité, beaucoup ne restent pas à leur place. Chacun veut prendre la place de l'autre. Ensuite, il y a l'écoute. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Vous avez beau débattre avec la personne pendant 2 heures, on quitte les studios, chacun garde encore intact ce qu'il a dans sa tête. Or, la démocratie se nourrit des échanges. Je vous donne un petit exemple. Vous savez, j'ai écouté le Parti des démocrates après que leur dossier n'a pas été validé par la Sénat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas trop, il me semble, et qu'ils demandent qu'il y ait audit. Il y a audit des autres listes qui ont été retenues. Oui. Alors, rien que ça répond à quoi? Ça répond à rien. La loi est là, ce n'est pas possible qu'il y ait audit. Maintenant, pourquoi eux, ils pensent que pour la Sénat, ils ont le devoir. Ils n'ont pas dit que ce que la Sénat dit est faux. La preuve, la Sénat était claire à donner le nombre de séquences. Mais au lieu de dire, nous prenons acte, nous allons corriger comme le a fait Moël, dit non, on demande l'audit, donc on dévie le débat et on montre qu'on est victime. Non, il faut accepter. C'est un contrat. Et dans un contrat, on doit se faire confiance mutuellement, sinon le contrat ne tient plus. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan. Des questions pour conclure. Donc les regards sont tournés vers vendredi prochain au niveau du Parlement. Mais en attendant, on ne sait pas si l'Union progressiste le renouveau, le bloc républicain, pourrait accueillir les 6 députés démissionnaires des démocrates. Alors, je pense que s'ils sont demandeurs, le chef d'État était clair. Le chef d'État était clair. Il est le chef de la majorité. Donc, s'ils demandent, ils le feront. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Et ils seront positionnés royalement?
Je ne suis pas dans les officines, vous savez. Non, moi j'interroge l'analyse politique. Je ne suis pas dans les officines, mais ouais, ces questions posent. Ils sont des personnalités. Parce que, pour dire, en politique, tout coup est permis, hein, en politique. Donc, du coup, ces 6 ont contribué à mettre en difficulté l'adversaire du moment, l'adversaire politique. Donc, en contrepartie, normalement, on doit les caser. Je dis en contrepartie, pour être trivial. Hein, pour être trivial, c'est un peu ça en politique. Après, il y a quand même des gens qui étaient dans la maison avant eux. Il y a des gens qui sont là. Et il reste le 7e démocrate qu'on veut connaître. Je pense que... Ça va pas tarder. Ça ne devrait... Cette révision doit pouvoir fonctionner. Moi, je ne vois pas pourquoi ça échouerait. Parce que c'est une bonne révision. Ouais, à passer les moments de surprise, où le projet est sorti un peu de manière brutale. Donc, après le recul, vous vous rendez quand même compte que... Oui, et quand on a écouté le procès Théodore, vous vous rendez quand même compte que oui, les anciens présidents, c'est bon. Et autour d'eux, même le président Yahi qui parle, il va finir par siéger. Il dit non, il va finir par siéger. Vous allez voir quand le président Talon va quitter le pouvoir, et quand il aura eu un apaisement, parce que je pense que l'autre est prêtre sans souffle-douleur, donc il aura un apaisement de cœur. Peut-être que les deux vont se croiser à Paris, un petit échange de café ou d'un thé, ou peut-être d'un verre de champagne. Peut-être que ça leur permettra de revenir à de bons sentiments à Brunei. Donc, pour moi, je pense que le 7e doit pouvoir, et au-delà même du 7e, moi, j'invite les députés du Parti des démocrates à voter. En tout cas, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, je les invite à voter. Pas dit. Mais non, un échec n'aurait pas été à les partis de la majorité présidentielle n'auraient pas été. S'ils engagent ce vote pour échouer, je ne pense pas qu'il soit. Je trouve que c'est de l'aventure, c'est de la maturité. On nous parle aussi d'un G13 au sein de la mouvance. On attend de voir ce que les prochaines heures vont nous donner. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoikan, pour ces analyses de ce jour. C'est sur ces analyses du consultant média communication, chroniqueur politique, administrateur média Agapit Napoléon Mafoikan que prend fin Freematin ce matin. Merci pour l'attention. On se donne rendez-vous demain avec le même plaisir, par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.